Mais écoutez, je suis très honoré et très heureux de vous retrouver dans ce site magique et puis avec votre hospitalité légendaire et puis une attention tout particulière au président Abdellatif Loudguiri. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Plaisir aussi de vous parler du bilan biologique hépatique et de vous montrer combien c'est une étape clé dans le diagnostic des maladies du foie. Alors je vous propose qu'on le fasse en deux grandes parties. On va tout d'abord faire quelques rappels brefs sur le foie pour bien introduire le sujet, quelques notions d'anatomophysiologie, de pathologie, et puis après on rentrera dans le vif du sujet, le bilan diagnostique. Alors voyons tout d'abord quelques rappels sur le foie. Le foie, le voici, l'une de ses grandes caractéristiques, c'est d'être hypervascularisé. Et cette vascularisation, vous le savez, elle est essentiellement représentée par tout le sang qui vient du tube digestif et qui va aborder le foie par essentiellement le tronc-porte, par la veine porte. Il y a un autre flux qui se fait dans l'autre sens, qui est le flux biliaire, puisque les cellules du foie, les hépatocytes, produisent la bile, et que cette bile va donc aller par les voies biliaires dans le tube digestif au niveau du duodénum. Si on voit maintenant rapidement au niveau microscopique, en fait, le foie est formé d'unités fonctionnelles que l'on appelle les lobules. Et si l'on agrandit au microscope ces lobules, qu'est-ce qu'on voit en trois dimensions? Eh bien, on voit cette structure ici, qui est donc un lobule hépatique, qui est cerné par des branches de la veine porte. Le tronc-porte arrive et se divise en des branches, et le flux sanguin va traverser ce lobule hépatique pour rejoindre ensuite cette veine centrale. Mais ce qui est important, c'est que pendant cette traversée hépatique, bien entendu, il va y avoir des échanges extrêmement importants avec les cellules principales du foie, que sont les hépatocytes. Voilà pour ce petit rappel anatomique. Maintenant, quelques notions physiologiques. Le foie, il a 4 grandes fonctions. Si on représente à nouveau l'intestin, le tronc-porte qui amène le sang de l'intestin vers le foie, en fait, la première fonction, c'est une fonction de stockage. Et elle est illustrée notamment par le stockage, vous le savez bien, du glucose, qui, en fonction des besoins de l'organisme, va ensuite regagner la grande circulation. Stockage, première fonction. La deuxième fonction, c'est une fonction de production. En fait, tous ces nutriments qui vont venir de la digestion vont arriver au foie et ils vont servir en fait à produire des myriades de protéines. Et je vous ai juste indiqué ici un type de protéine qui va être important, on va le voir dans l'exploration fonctionnelle du foie, qui est par exemple les facteurs de coagulation, la prothrombine, qui vont ensuite passer dans le courant sanguin. Stockage, production, la troisième grande fonction, c'est une fonction d'épuration. Beaucoup de substances vont arriver dans le foie à partir du tube digestif et elles vont avoir besoin d'être transformées, biotransformées et vont produire donc des composés qui vont être éliminés soit par voie sanguine puis urinaire, soit par voie biliaire puis digestive. Et puis, la quatrième fonction du foie, c'est une fonction proprement dit de digestion. C'est-à-dire que, bien se rappeler que le foie qui fabrique la bile, cette bile sert à la digestion, cette bile qui contient des sels biliaires qui vont, avec la bile, gagner le tube digestif et qui vont avoir un rôle très important, vous le savez, dans l'absorption des graisses. Voilà donc ces principales fonctions anatomiques et principales rappels anatomiques et fonctionnels. Alors, on voit bien, le foie, c'est un intense carrefour de vie biologique. Et qui dit intense carrefour de vie biologique dit aussi exposition à des agresseurs. Et donc, ça va être source de vulnérabilité. Et je vais juste maintenant, en quelques minutes, vous rappeler quelles sont les grandes pathologies du foie pour qu'on puisse mieux appréhender ensuite l'exploration diagnostique. Il y a en fait 2 grandes pathologies hépatiques. Il y a ce qu'on peut appeler les hépatites et puis les tumeurs. Alors les hépatites au sens large du terme, il faut bien voir qu'elles ont plusieurs causes. Et la première cause, sans doute, au Maroc, en France et dans le monde, et comme vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure, c'est les hépatites qui sont dues à la graisse. En fait, c'est vraiment de façon très pertinente que les organisateurs ont, dans l'exposé suivi par M. Tahiri, de parler de cette stéatopathie chronique. Donc, c'est la graisse. Deuxième agresseur qui peut donner une hépatite, en France, peut-être plus qu'au Maroc, c'est l'alcool. Le troisième, qui est sans doute plus au Maroc qu'en France, ce sont les virus.
Le quatrième, qui est autant au Maroc qu'en France, ce sont les médicaments. Et puis, il y a tout un lot d'autres causes dans lesquelles je ne vais pas entrer dans le détail desquelles je ne vais pas entrer, mais par exemple, on sait que les hépatites peuvent être dues à des processus auto-immuns ou à des pathologies génétiques. Ce qui est important de voir, c'est que quel que soit le facteur qui crée l'hépatite, la conséquence au niveau du dommage du foie va être le même. Une hépatite qui est sévère va entraîner une destruction des cellules du foie, une nécrose, et cette nécrose va entraîner un processus de régénération. Si cette régénération est modérée, il n'y a pas de problème, mais s'il y a une régénération très importante, c'est une régénération qui va être pathologique en ce sens qu'elle va être cicatricielle et produire une fibrose. Et vous savez bien que cette fibrose, si elle est trop importante, eh bien elle va donner lieu à une cirrhose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les pathologues, tout l'enjeu diagnostique, c'est d'arriver avant la cirrhose. Parce que lorsque la cirrhose est constituée, elle est en général irréversible et elle expose à deux grands types de complications, soit des complications de dysfonction, un ictère, etc., soit un risque avec la cirrhose de cancer du foie. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir avoir des outils diagnostiques qui vont faire le diagnostic avant ce stade de cirrhose. Vous avez ici l'image typique d'un foie qui n'est plus lisse comme tout à l'heure, mais qui est donc nodulaire, macronodulaire. Deuxième type de pathologie, ce sont les tumeurs. Et les tumeurs, elles sont de deux types. Vous avez les tumeurs bénignes qui sont de plus en plus fréquemment retrouvées puisqu'on fait des échographies et l'image la plus typique, c'est l'angiome du foie qui est totalement bénin. Et puis vous avez des tumeurs malignes et ces tumeurs malignes, elles sont de deux types. Vous avez les tumeurs malignes, donc cancer du foie, qui peuvent naître à partir du foie malade lui-même et à partir de la cirrhose. On dit que la cirrhose fait le lit du cancer. Et donc, quand vous avez un cancer qui naît d'une cirrhose, vous avez en fait ce qu'on appelle un cancer primitif du foie. Et puis le deuxième type, et je terminerai par là pour les pathologies de cancer, ce sont bien sûr les cancers qui ne naissent pas à partir d'une maladie hépatique, mais qui naissent à partir d'une métropole originelle extra-hépatique, par exemple un cancer du côlon. Et comme on a vu que le foie est très vascularisé, on comprend bien que les cellules néoplasiques vont pouvoir aller se nicher à l'intérieur du foie, s'y développer et créer finalement le cancer secondaire du foie, c'est-à-dire les métastases. Voilà pour ce petit rappel anatomo-physiologique et pathologique. Et je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Quel est donc l'apport de la biologie dans le diagnostic des maladies du foie? Alors, la biologie, elle va avoir deux grands intérêts. Le premier, ça va être d'explorer les conséquences d'une maladie du foie. Et le deuxième intérêt, ça va être d'appréhender la cause de la maladie du foie. On va voir successivement ces deux aspects. Tout d'abord, les conséquences. Alors, il faut bien voir que quand on pense bilan hépatique, tel qu'on l'a appris, on pense au bilan en fait fonctionnel du foie. Et c'est vrai que le premier type de conséquences qu'on va pouvoir explorer, ça sera le retentissement sur la dysfonction hépatique. Mais il y a une pathologie, il y a une biologie émergente déjà depuis quelques années qui va permettre d'aller plus loin que la simple appréciation du retentissement fonctionnel, c'est ce qu'on appelle le retentissement morphologique. C'est une biologie qui va nous aider justement à savoir si le patient il est cirrhotique ou il n'est pas cirrhotique, simplement par des prises de sang. Alors, un mot tout d'abord sur le retentissement fonctionnel. C'est donc le classique, entre guillemets, bilan hépatique. Et ce retentissement fonctionnel, il a une caractéristique, c'est qu'au fond, il n'a pas changé au fil des décennies. Et il se base sur quelques tests qui sont vraiment simples, des tests qui vont chercher à explorer une dysfonction de l'hépatocyte qui a donc deux pôles, un pôle vasculaire, on l'a vu, et puis qui a un pôle biliaire. Alors quels sont donc les tests qui vont permettre d'explorer simplement la fonction du foie? Ils sont au nombre de 5 et on va les voir successivement. Et vous les connaissez bien sûr. Premier test dans un bilan fonctionnel hépatique, ça va être les transaminases. Je vous rappelle que les transaminases, elles sont normalement produites à petite dose au niveau du sang, relarguées dans le sang, puisque ça vient un peu de la régénération des hépatocytes. Et vous savez fort bien que si vous avez un dommage hépatocytaire qui notamment altère les parois de l'hépatocyte ou les parois des organites intracytoplasmiques, eh bien vous allez avoir une augmentation de production de transaminases et vous allez avoir donc une hypertransaminasémie qui va traduire une cytolyse. C'est le premier syndrome de la biologie fonctionnelle hépatique. Transaminase, cytolyse. Deuxième test simple, ce sont les phosphatases alcalines. Les phosphatases alcalines, cette fois-ci, elles vont explorer
le pôle biliaire de l'hépatocyte. Elles sont localisées là, et on sait tous qu'à l'état normal, il existe un certain relargage dans le plasma du taux de phosphatase alcaline. Quand vous avez une atteinte hépatocytaire qui va cibler la fonction biliaire, eh bien vous allez avoir une hyperproduction de phosphatase alcaline et une rétention aussi accrue de ces phosphatases alcalines qui ne peuvent pas s'évacuer par le canal biliaire. Et vous allez donc avoir une hyperphosphatase alcaline qui va traduire le deuxième syndrome fonctionnel hépatique, c'est-à-dire la cholestase. Le troisième test biologique simple qui va explorer une autre fonction, c'est le taux de prothrombine. Le taux de prothrombine, en fait, il va refléter la qualité de la machinerie hépatocytaire de synthèse qui est essentiellement assurée par le réticulum endoplasmique granulaire. Et l'on sait que normalement, il y a un taux de prothrombine qu'on exprime par exemple à 100%. Si vous avez un dommage hépatocytaire qui vous altère votre fonction de synthèse, vous allez avoir une baisse du taux de prothrombine. Et la baisse du taux de prothrombine sera donc le reflet de la troisième dysfonction hépatocytaire qui est en fait l'insuffisance hépatocellulaire. Transaminase cytolyse, phosphatase alcaline cholestase, taux de prothrombine, insuffisance hépatocellulaire. Le quatrième test qu'il faut faire quand on veut juger d'une fonction hépatique, c'est la gamma-GT. Alors là, la gamma-GT elle a une signification différente des transaminases. Les transaminases vont se voir quand vous avez une altération physique, je dirais, de l'hépatocyte, tandis que la gamma-GT, ce n'est pas du tout ça. La gamma-GT, elle est produite non pas par le réticulum endoplasmique granulaire, mais par les microsomes, le réticulum endoplasmique lisse. Et à l'état normal, vous savez bien qu'on a un certain relargage aussi de gamma-GT. Quand on a une situation qui va stimuler le réticulum endoplasmique lisse, vous allez avoir une hyperproduction de gamma-GT. Et ceci correspond à ce que l'on appelle l'induction enzymatique. L'induction enzymatique elle est typiquement créée par l'alcool. Et en fait, quand vous avez une induction enzymatique qui vous stimule, qui vous surchauffe votre fonctionnement hépatocytaire, vous allez avoir une hypergamma-GT. Et ce que je voulais surtout vous exprimer, c'est que l'hypergamma-GT, finalement, ne traduit pas une lésion hépatocytaire, mais traduit une induction, une surchauffe hépatocytaire. C'est le quatrième syndrome. Et puis, il y a un test que j'aime bien ajouter à la classique biologie fonctionnelle hépatique, qui va nous faire une jonction avec les méthodologies de tout à l'heure, c'est tout simplement la numération formule sanguine. Alors, en quoi la numération formule sanguine peut-elle vous aider à apprécier une fonction hépatique? Eh bien, je vais vous le montrer. Si vous considérez le sang qui arrive au foie, je vous ai parlé tout à l'heure essentiellement du transporte qui draine tout le sang du tube digestif. Mais il y a une autre source de sang qui arrive au foie, c'est l'affluent, un affluent du transporte, c'est le sang qui vient de la rate par l'axe veineux splénoportal. Si vous avez une maladie hépatique telle qu'une cirrhose, qui va constituer au plan hémodynamique un véritable barrage, eh bien, il va se passer une surtension en amont du foie, c'est ce qu'on appelle l'hypertension portale, et une des expressions de cette hypertension portale, c'est d'entraîner finalement un gonflement, une hypertrophie de la rate, une splénomégalie qui fonctionne comme une éponge en surtension, et cette splénomégalie va piéger un certain nombre d'éléments sanguins, dont les polynucléaires et dont les plaquettes. Et donc la conséquence d'une cirrhose va pouvoir être, par le biais de cette hypertrophie splénique, de cette splénomégalie, eh bien, au niveau sanguin, une baisse du taux sanguin des polynucléaires et des plaquettes. Et cette bicytopénie blanche et plaquettaire, eh bien, elle correspond donc à l'hypertension portale et à ce qu'on appelle, vous savez bien, l'hypersplénisme. Voilà donc pour ces éléments, les 5 tests simples. Alors ces 5 tests considérés isolément, ils ont quand même leurs limites d'interprétation. Il y a 3 types de limites dans l'interprétation de ces tests isolés. Première limite, c'est leur manque de spécificité. Ce que je veux vous dire, c'est vous illustrer par exemple que si vous prenez la gamma-GT, la gamma-GT, je vous ai dit que c'était la traduction d'une surchauffe du système microsomal, de l'endoplasmique lisse, mais en fait, la gamma-GT, c'est aussi une enzyme biliaire, c'est-à-dire que si vous avez une altération du canal biliaire, vous aurez non seulement une augmentation des phosphatases alcalines, mais aussi une augmentation de la gamma-GT. Et donc, la gamma-GT élevée peut aussi être le signe d'une cholestase, mais dans ce cas, vous avez une augmentation conjointe des phosphatases alcalines. Le couple phosphatase alcaline gamma-GT, c'est le meilleur couple enzymatique qui va vous permettre de dire qu'il y a un problème biliaire, qu'il y a un problème de cholestase. C'est la première limitation. La deuxième limitation, c'est qu'il faut bien voir que ces tests, ils peuvent être en fait normaux et que ça n'exclut pas l'existence d'une hépatopathie.
Mais là, on parle des hépatopathies tumorales. Et il faut savoir qu'une hépatopathie tumorale, qu'elle soit bénigne ou qu'elle soit maligne, primitive ou secondaire, peut très bien avoir un bilan fonctionnel hépatique totalement normal, pas de transaminase, taux de prothrombine normal, gamma-GT normal. Ce qu'il y a assez souvent, c'est quand même une petite note de phosphatase alcaline. Donc, on peut avoir un bilan fonctionnel hépatique en dépit d'une hépatopathie qui finalement n'est pas une hépatopathie diffuse, mais une hépatopathie focalisée tumorale. La troisième réserve concernant l'interprétation de ces tests, en fait, c'est une réserve qui tient à l'interprétation de tous les tests biologiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner uniquement en limite supérieure de la normale. Vous savez bien que si la limite supérieure de la normale est 50, par exemple pour les transaminases, quelqu'un qui a 45 a une forte chance d'avoir une touche de cytolyse. Voilà donc pour les éléments essentiels. Alors là, je vous ai parlé de ces 5 tests simples. On peut y rajouter, pour être plus récent, un score biologique qui vous permet d'apprécier la fonction globale du foie et qui est maintenant utilisé vraiment de façon internationale. Et ce score qui étudie le fonctionnement global du foie, ça s'appelle le score MELD, pour Model for End-Stage Liver Disease. Et en fait, ce sont des tests biologiques qui vous permettent d'apprécier la gravité, la sévérité d'une cirrhose. Et si je vous en parle, c'est que ce score qui est maintenant internationalement utilisé par les hépatologues, en fait, c'est la bilirubine plus l'INR, donc l'équivalent de la coagulation, et puis la créatinine. Et ce test-là est capital parce qu'il vous permet de classer la gravité de votre cirrhose, et c'est notamment très important quand vous avez une perspective de greffe hépatique. Pour prioriser les malades, on se base désormais sur ce score MELD purement biologique. On a vu le retentissement fonctionnel. Je vous ai dit que la biologie, dans l'évaluation des conséquences d'une maladie hépatique, n'avait plus seulement maintenant l'intérêt d'apprécier la fonction, mais aussi pouvait essayer de détecter dans quelle mesure cette hépatopathie était fibrogène, avec toujours ce besoin de savoir s'il y a une fibrose importante, s'il y a besoin d'une cirrhose. Et vous le savez, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de paramètres biologiques nous permettent maintenant d'approcher l'évaluation d'une éventuelle fibrose. Je voudrais juste inciter sur ce qui devrait être aujourd'hui le test le plus utilisé et que les médecins généralistes devraient connaître, et vous le connaissez aussi, c'est ce qu'on appelle le FIB4. Alors le FIB4, c'est tout simplement l'association de l'âge, des transaminases, ASAT et ALAT, et des plaquettes, donc 4 parce qu'il y a ASAT et ALAT, donc ça fait 4 paramètres, et il est reconnu actuellement, ce test très simple, comme étant un très bon marqueur pour vous dire s'il n'y a pas de fibrose ou s'il y a une cirrhose. Entre les deux, c'est toujours plus difficile. Et quand on a un doute, on peut éventuellement recourir encore à une biologie complémentaire pour savoir si vraiment on a une hépatopathie nettement fibrogène, et vous savez bien, ce sont ces tests classiques dits fibrotest ou fibromètre. Voilà donc pour les éléments essentiels de la biologie qui vous évalue le retentissement fonctionnel d'une part, morphologique d'autre part. Alors on va maintenant aborder le deuxième aspect, qui est la biologie étiologique. Dans quelle mesure la biologie peut nous aider non plus seulement à apprécier la gravité d'une atteinte hépatique, mais de remonter à sa source, à sa cause. Pour cela, je vous ai sélectionné un certain nombre d'atteintes hépatiques, et on passera très rapidement en revue l'apport de la biologie. Donc on verra les maladies les plus fréquentes, qui sont le foie stéatosique, mais ce sera uniquement sur un aspect biologique très court, le foie alcoolique, le foie viral, le foie tumoral, et puis 3 autres causes plus rares, que sont l'hépatite auto-immune, la maladie de Wilson, surcharge génétique en cuivre, ou l'hémochromatose, surcharge en fer. Donc très brièvement, quel est l'apport de la biologie dans le diagnostic de ces différentes étiologies? Tout d'abord, pour ce qui est du foie stéatosique, je vous rappelle, mais ça vous sera dit tout à l'heure, que ce foie stéatosique non alcoolique, qui est maintenant la première cause d'hépatopathie probablement de par le monde, se distingue en des foies qui sont purement stéatosiques ou en des foies qui sont stéatosiques et inflammatoires, la stéatohépatite, et on traitera tout à l'heure du problème justement de cette NASH non-alcoolique stéatohépatitis. Alors, est-ce qu'il y a une biologie qui peut vraiment nous aider à appréhender la cause stéatosique d'une hépatopathie? Pas vraiment. En fait, c'est une biologie qui est une biologie de contexte dysmétabolique, et cette biologie, en fait, c'est une augmentation d'un certain nombre de paramètres qui vont traduire ce contexte dysmétabolique, et je ne vous étonnerai pas en vous parlant de la glycémie, en vous parlant des lipides, en vous parlant
de l'uricémie, qui est un bon signe à mon avis, et puis en vous parlant aussi de la ferritinémie, qui est un très bon signe de dysmétabolisme. Et je me permets de vous rappeler que la cause la plus fréquente d'hyperferritinémie, ce n'est pas une surcharge en fer, mais c'est le syndrome métabolique. Donc, la biologie d'un syndrome métabolique, elle est essentiellement celle-ci. Qu'en est-il maintenant pour la biologie, l'apport de la biologie dans le diagnostic d'une hépatopathie alcoolique? On a tous en tête un couple qui est bien connu. Ce couple qui est bien connu, eh bien, on va retrouver la gamma-GT qui s'était stimulée, vous vous rappelez l'induction enzymatique tout à l'heure par l'alcool, et puis on va y associer, là encore un peu d'hématologie, la macrocytose. Donc quand vous avez le couple hypergamma-GT macrocytose, c'est très évocateur. Et ça sera encore plus évocateur si vous pouvez additionner 2 paramètres biologiques supplémentaires qui sont le fait que si vous avez une cytolyse d'hépatite alcoolique, elle domine en général sur l'azate par rapport à la late, ce qui est complètement différent, par exemple, d'une hépatite virale. Donc, la dominance de l'azate sur la late, et notamment lorsque le rapport est supérieur à 2, est très évocateur de l'origine alcoolique d'une hépatopathie. Et puis, le 4e élément, c'est la chute des plaquettes. Donc, quand vous avez ces 4 données biologiques associées, vous êtes à peu près sûr que l'étiologie de votre hépatopathie va être de nature alcoolique. 3e hépatopathie, les hépatopathies virales. Alors, je serai court, je vous dirai un petit mot des marqueurs du virus C et des marqueurs du virus B. Pour les marqueurs du virus C, on sait que si on veut savoir si quelqu'un a ou non un problème d'hépatite C, eh bien, on va faire un anticorps anti-VHC. Si cet anticorps anti-VHC est négatif, il n'y a pas de problème, le patient est indemne de toute infection. Si il est positif, c'est là qu'on va demander l'ARN viral pour savoir si le patient est ou non réplicatif. Voilà, ça c'est pour le virus C. Alors pour le virus B, qui pose finalement moins de problèmes aujourd'hui, heureusement grâce à la vaccination, eh bien, si on veut savoir si quelqu'un a eu un jour une infection par le virus B ou est encore dans une infection par le virus B, le premier marqueur à faire, c'est l'anticorps anti-HB petit c. Attention, le petit c, ce n'est pas le grand C du virus C, c'est le petit c du corps, du noyau du virus B. Alors, si l'anticorps anti-HBC est négatif, on arrête tout, il n'y a pas de problème. Le patient n'a pas été et n'est pas contaminé par le virus B. Si on a un anticorps positif, à ce moment-là, il faut rechercher l'antigène HBS. Si cet antigène HBS est négatif, eh bien, c'est que très probablement le patient a un anticorps anti-HBS et qu'il est guéri de son infection. Donc il a de l'anticorps anti-HBC parce qu'il a été virus B un jour, il n'a pas l'antigène HBS parce qu'il a éliminé l'antigène HBS et il a développé des anticorps anti-HBS. Si par contre l'antigène HBS est positif, eh bien c'est là où il va falloir savoir, comme pour le virus C, si on est vraiment dans une situation de réplication virale, et vous aurez soit des situations de type portage asymptomatique, où vous n'aurez pas de réplication, très peu de réplication virale, ou bien alors des situations plus évocatrices d'une hépatite chronique active en matière de virus B, si l'ADN VHB est positif. On continue notre petit périple des maladies fréquentes du foie et de l'intérêt de l'approche étiologique. L'hépatopathie tumorale, est-ce que vraiment il y en a des marqueurs tumoraux qui sont très importants? Oui et non. En fait, pour le cancer primitif du foie, on pense tous à l'alpha-fétoprotéine. Mais l'alpha-fétoprotéine manque à la fois de sensibilité et manque de spécificité. Et en fait, la même réserve peut être faite pour le cancer secondaire du foie. On a relativement peu de marqueurs. Bien sûr, on pense tous à l'antigène carcino-embryonnaire dans le cancer du côlon, mais ici encore, ce ne sont pas des tests qui vont servir à détecter facilement et avec grande fiabilité l'existence soit d'un cancer primitif pour l'AFP, soit de l'antigène carcino-embryonnaire pour, par exemple, un cancer du côlon. Alors, je vais terminer par les évocations de l'apport de la biologie dans 3 maladies hépatiques plus rares mais importantes, parce qu'on a des solutions thérapeutiques notamment. Première pathologie rare, c'est l'hépatite auto-immune. L'hépatite auto-immune, on n'y pense pas assez. À chaque fois que vous avez une femme jeune qui fait une cytolyse importante, qui n'est pas due à l'alcool, qui n'est pas due à la stéatose, qui n'est pas due à des médicaments, il faut toujours avoir à l'arrière-pensée que ça puisse être une cause auto-immune. Et là, la biologie est capitale, à 2 niveaux. Première étape, si vous suspectez une maladie auto-immune, il faut faire l'examen dont parlait Ludovic ce matin, c'est-à-dire l'électrophorèse des protides. Et l'électrophorèse des protides va vous montrer une franche hypergammaglobulinémie. Si vous faites le dosage sélectif des immunoglobulines, ce sera une IgG. Donc, une femme qui ne cytolyse avec une hypergammaglobulinémie, c'est très probablement une hépatite auto-immune. Pour le confirmer, c'est encore la biologie qui va venir à notre secours, puisque vous aurez la présence de ces anticorps, notamment les anticorps anti-muscle lisse. Donc, l'importance de la biologie pour l'hépatite auto-immune.
Maintenant, on termine par les deux pathologies plus rares qui sont de nature génétique. Tout d'abord, eh bien, si on considère la maladie de Wilson, la surcharge en crise, maladie rare qu'on évoque à chaque fois qu'on a une hépatopathie chronique chez un sujet relativement jeune avec des signes neurologiques, eh bien, le diagnostic, là encore, il repose sur la biologie. On ne fait pas le test génétique d'emblée. Qu'est-ce que l'on va faire? On va faire avant tout, dans la maladie de Wilson, un dosage de la céruloplasminémie. Il sera effondré et donc là, on pourra continuer et aller affiner le diagnostic et le certifier par une étude génétique qui est d'ailleurs relativement complexe. Voilà pour la maladie de Wilson. On termine par la dernière pathologie, qui est une pathologie de surcharge en fer, l'hémochromatose, pour vous dire que la biologie, là encore, est cruciale, car c'est sur un couple biologique qu'on va réellement suspecter fortement une hémochromatose. Et ce couple, je ne vous surprendrai pas, en vous disant qu'il est l'association de la ferritine et d'une saturation en transférine élevée. Alors un tout petit mot ici. On a parlé tout à l'heure de l'augmentation de la ferritine comme étant très fréquemment témoin d'un syndrome métabolique. Mais dans le syndrome métabolique, la saturation de la transférine, qui est le reflet du fer, puisque la saturation de transférine, c'est le fer sur la transférine, comme vous le savez, eh bien la saturation de transférine d'un syndrome métabolique est normale, inférieure à 45%. Donc quand vous avez une ferritine à 600, 700, avec une saturation à 30, 40%, ce n'est pas une hémochromatose, ça a toute chance d'être une pathologie métabolique, de type dysmétabolisme et stéatose. Dans l'hémochromatose, et on le comprend bien, l'hyperferritinémie est toujours associée à une augmentation du fer sérique, puisque c'est l'augmentation du fer sérique qui va entraîner l'augmentation des dépôts de fer, notamment dans le foie, qui est reflétée par l'hyperferritinémie. Donc dans l'hémochromatose, quand vous avez une hyperferritinémie, vous avez toujours une élévation du fer sérique et de la saturation de la transférine. Donc quand vous avez ce couple, qu'il faut confirmer, la saturation de transférine, il faut un deuxième dosage parce que c'est quand même parfois un peu fluctuant, et bien à ce moment-là, vous avez une forte suspicion d'hémochromatose et vous avez deux situations où votre patient est caucasien et la forte probabilité, c'est que ce soit une hémochromatose entre guillemets classique chez un caucasien, c'est-à-dire liée au gène HFE. Vous demandez la mutation C282Y et elle doit revenir pour poser le diagnostic homozygote, c'est-à-dire à double dose, la mutation reçue du père et la mutation reçue de la mère. Si vous êtes face à un sujet non caucasien, vous pouvez néanmoins avoir une authentique hémochromatose. Alors, on est dans des situations qui ne sont plus le gène HFE, ce sont d'autres chromosomes que le chromosome 6, et il y a plusieurs mutations qu'on peut rechercher. Ce sont les centres experts qui les recherchent. Par exemple, j'ai une IHJV qui est l'hémojuvéline. Voilà les éléments essentiels que je voulais vous dire. Alors, en conclusion, la biologie, je pense que vous l'avez bien vu, elle est essentielle au diagnostic et pathologie, et ce, à 3 niveaux. Bien sûr, elle va permettre l'évaluation fonctionnelle du foie, mais elle va permettre aussi une évaluation morphologique du foie, elle va vous permettre aussi une évaluation causale, étiologique. Mais bien entendu, cette biologie, elle ne se conçoit que comme une composante d'une approche diagnostique globale. Et le diagnostic en hépatologie, comme dans beaucoup d'autres disciplines, en fait, c'est une fusée à plusieurs étages. Et la biologie occupe le deuxième étage de cette fusée, dont le premier étage, je ne vous étonnerai pas, doit toujours être la clinique. Dans le troisième étage, c'est l'imagerie, en particulier avec les progrès apportés par l'échographie, l'IRM, le fibroscan. Et le quatrième étage est l'histologie hépatique, la ponction biopsie du foie. Mais ce qui a caractérisé l'évolution de l'approche diagnostique au long des 10 dernières années, ça a été que les indications de la ponction biopsie hépatique se sont restreintes comme peau de chagrin. Et que finalement, aujourd'hui, le diagnostic d'une maladie hépatique repose essentiellement sur un triptyque qui est la clinique, la biologie et l'imagerie, bref, sur une approche diagnostique qui est devenue essentiellement non invasive. Je vous remercie de votre attention.